Le RMS Titanic, un nom qui restera à jamais gravé dans l'histoire. Le projet de sa construction vit le jour en 1907 où William James Spry, alors directeur des chantiers navals Harland & Wolff à Belfast, et Joseph Bruce Ismay, alors directeur général de la White Star Line, prennent la décision de construire une série de paquebots capables de surpasser en confort, en sécurité et en élégance ceux des autres compagnies maritimes concurrentes. Ces trois paquebots se nommeront l'Olympique, le Titanic et le Britannique et seront chacun capables d'emporter 2500 passagers et un équipage de plus de 900 personnes. C'était à l'époque les plus grands et les plus luxueux paquebots du monde. La White Star Line dépensa pour leur construction 22,5 millions de dollars, soit un prix unitaire de 7,5 millions de dollars. L'immense taille de ces navires peut s'expliquer par la consommation faramineuse des charbons des chaudières à vapeur, donc construire des bateaux plus gros en augmentant leur capacité en passagers permettait de mieux rentabiliser chaque traversée. L'histoire du Titanic commença en 1909 dans les chantiers Harland & Wolff à Belfast en Irlande du Nord. Pour sa construction, le chantier naval a embauché 3000 hommes et a construit le plus grand échafaudage du monde pour l'époque. Le 31 mai 1909, sa coque est mise à l'eau. Elle est légèrement plus grosse que celle de son prédécesseur, ce qui fait du Titanic le plus gros navire alors à flot. La construction du paquebot est ensuite ralentie à 2 reprises car l'Olympique a besoin de se faire réparer suite à une collision et à un problème d'hélice. Ces contretemps obligèrent la White Star Line à repousser de 3 semaines le voyage inaugural du Titanic, qui passa du 20 mars au 10 avril 1912. Peu de temps avant son premier voyage, une de ses soutes à charbon était en flammes. C'était un incident courant à l'époque car la poussière de charbon est hautement inflammable, mais cet incendie risquait de déformer les cloisons étanches. Ces dernières, au nombre de 15, divisaient la coque en 16 compartiments. Ces cloisons jouaient un rôle crucial dans la sécurité du bateau. L'ingénieur en chef des chantiers Harland & Wolff, Thomas Andrews, avait calculé que le Titanic pouvait demeurer à flot même avec 4 compartiments inondés, soit tout de même le quart de sa longueur. L'incendie de la soute à charbon fut rapidement confiné. Néanmoins, même circonscrit, il continua à brûler, même lors de son voyage inaugural, sans que les passagers ne remarquent quoi que ce soit. En arrivant à Southampton pour effectuer son voyage inaugural, le Titanic faisait sensation. C'est en effet une vraie réussite esthétique. Ses lignes épurées ainsi que son agencement équilibré suscitent l'admiration à cette époque comme de nos jours. Le 10 avril 1912, à 12h15, le Titanic appareille de Southampton en Angleterre avec à son bord 953 passagers et 899 membres d'équipage. On ne compte pas moins de 40 nationalités présentes à bord du navire. Lors de son départ, il manque de peu de heurter le paquebot City of New York, amarré à quelques mètres de là. En effet, les remous causés par les hélices du Titanic lui ont fait rompre ses amarres et ce dernier s'était rapidement rapproché du Titanic jusqu'à une distance de 2 mètres. Le commandant Edward Smith donne l'ordre de mettre les machines arrière toutes, ce qui a pour effet de repousser le City of New York. Le Titanic quitte enfin Southampton avec 1 heure de retard. À 18h30, le Titanic arrive à Cherbourg en France où il embarque 274 personnes, principalement des passagers de première classe. Le 11 avril 1912 à 11h30, le Titanic arrive à Queenstown en Irlande où il embarque 120 personnes, en grande majorité des passagers de 3e classe émigrant vers les États-Unis. À 13h30, le RMS Titanic quitte Queenstown pour New York avec à son bord 1324 passagers et 899 membres d'équipage. Pour ce premier voyage, le Titanic transportait l'élite de la société de l'époque comme de richissimes hommes d'affaires ou de grands industriels, ainsi que Bruce Ismay et Thomas Andrews qui a succédé à Carl Hussell en tant qu'ingénieur en chef des chantiers Harland & Wolff. Ces personnalités étaient logées dans des cabines et des suites de première classe dont le prix pouvait grimper jusqu'à 4500 $. Mais la première classe n'était pas uniquement réservée à cette élite car le premier prix des cabines y était de 125 $. Ceci les rendait donc accessibles aux plus aisés de la classe moyenne. Les autres allaient en 2e classe où la cabine coûtait au minimum 65 $. Cette catégorie de clients aisés sans être riches était encore minoritaire, comme en témoigne la capacité du navire. 905 places étaient destinées aux passagers de première classe, 1330 places étaient destinées aux passagers de 3e classe, mais seulement 565 places étaient destinées aux passagers de 2e classe. Les passagers de 3e classe, eux, voyageaient le plus souvent par nécessité. Beaucoup n'avaient qu'un aller simple vers l'Amérique, la terre de leurs espoirs, et le voyage à lui seul leur avait coûté des années d'économie. Pourtant, ils n'étaient pas plus mal lotis. De manière générale, le Titanic offrait à ses passagers un niveau de confort sans égal, y compris en 3e classe. On y servait des repas, alors que bien d'autres paquebots obligeaient leurs passagers les plus modestes à amener leur nourriture pour le voyage. Les dortoirs étaient pourvus de vrais lits et les plus chanceux pouvaient occuper une vraie cabine pour 40 $.
Les uns comme les autres étaient desservis par toute une armée d'employés, stewards, femmes de ménage, serveuses, cuisiniers, qui travaillaient à toute heure du jour et de la nuit pour des salaires souvent modestes. Le 12 avril 1912, à 19h45, le Titanic reçoit un message de la Touraine, un paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique, lui signalant un brouillard dense, une couche de glace épaisse ainsi que des icebergs dans l'Atlantique Nord. Ce message est alors immédiatement remis au capitaine Edward Smith. Même si cette présence était inhabituelle aussitôt dans l'année, les avertissements à leur sujet étaient devenus routiniers et l'équipage du Titanic ne leur prêta pas une attention particulière. Le poste radio étant tombé en panne dans la nuit du 12 avril, un grand nombre de télégrammes privés s'accumulèrent dans la pile de messages à expédier. Or, les opérateurs radio du navire ne dépendaient pas de la White Star Line, mais de la compagnie Marconi. Ils donnèrent donc priorité à l'envoi des messages pour lesquels ils étaient payés et négligèrent certains des avertissements émis par les autres navires, soit en ne les transcrivant pas, soit en ne les transmettant pas à la passerelle. Dans l'après-midi du 13 avril 1912, l'incendie dans une soute à charbon qui faisait rage depuis une dizaine de jours est enfin éteint. Une douzaine d'hommes ont été nécessaires pour le maîtriser, mais ce feu de charbon a pu fragiliser les cloisons de ce compartiment. Dans la soirée, la température chuta encore, annonçant la proximité des glaces. Le capitaine Smith prit la décision de virer plus tard que de coutume en direction de New York, ce qui ferait passer le Titanic plus au sud que la normale. Cette précaution montre que les avertissements des autres bateaux n'avaient pas été complètement ignorés. Le 14 avril 1912, à 23h40, le veilleur Frederick Fleet, malgré l'air glacé qui lui fouette le visage, aperçoit un iceberg droit devant, à moins de 500 mètres du Titanic. Il se précipite sur le téléphone qui le relie à la passerelle et en informe le 6e officier Moody. Les ordres alors donnés par Murdoch, l'officier le plus élevé en grade présent sur la passerelle, sont encore aujourd'hui l'objet de controverses parfois féroces. Il est certain que le premier fut de mettre la barre à tribord toute, mais sur un navire, les commandes sont inversées et une telle manœuvre a en réalité pour effet de faire virer le bateau vers bâbord. Bien des années après le naufrage, la fille de Charles Lightoller soutiendra que Murdoch aurait confondu bâbord et tribord, car cette inversion des commandes était selon elle relativement récente. Cette hypothèse, toutefois, a été réfutée depuis, et du reste, les témoins survivants de la scène ont confirmé par la suite que l'intention de Murdoch était bien de contourner l'iceberg à bâbord, par conséquent, ses ordres étaient donc corrects. Les ordres donnés aux machines sont eux aussi controversés. Pour certains témoins, Murdoch avait ordonné en arrière toute, tandis que pour d'autres, il avait simplement fait stopper les machines. Quoi qu'il en soit, il est assez largement accepté aujourd'hui que c'est probablement une erreur. En effet, cet ordre avait pour but de laisser les hélices en mouvement libre, ce qui créa des remous. Ce phénomène appelé cavitation réduit ou annule complètement l'efficacité du gouvernail, ce qui, dans le cas du Titanic, était encore aggravé par la taille réduite de son safran. 37 secondes plus tard, le navire heurte l'iceberg par tribord. Le choc fait alors sauter les rivets et ouvre ainsi une voie d'eau dans la coque sous la ligne de flottaison. Les portes étanches sont alors immédiatement fermées par Murdoch afin d'éviter un envahissement plus important. Mais l'eau commence à remplir les 5 premiers compartiments du bateau. Or, le Titanic ne peut flotter qu'avec au maximum 4 de ses compartiments avant remplis d'eau. De plus, les cloisons ne couvrent pas toute la hauteur du navire. Ainsi, une fois plein, les premiers compartiments vont se déverser dans les suivants. À 23h50, l'avant du bâtiment s'était déjà enfoncé de 4 mètres sous la mer. 5 des 16 compartiments étanches du navire font eau. Andrews, l'architecte du paquebot, se livre à un rapide calcul en se basant sur le volume d'eau de mer déjà embarqué et la durée écoulée depuis la collision. Il en déduit que la brèche doit s'étendre sur une surface de plus d'1 mètre carré. Cela paraît dérisoire, mais en réalité, c'est suffisant pour faire entrer dans la coque 7 tonnes d'eau par seconde. Pour Thomas Andrews, comme pour le capitaine Smith et ses officiers, c'est une évidence mathématique. Le Titanic va couler. Quelques minutes après minuit, Thomas Andrews avait terminé son exposé. Il ne laissait au capitaine Smith pas d'autre choix que d'ordonner l'abandon du navire. À minuit 25, les 16 chaloupes furent décaplées pour être mises à l'eau et les 4 radeaux démontables préparés pour être lancés. Ensuite, l'évacuation commença et le capitaine ordonna de faire monter les femmes et les enfants en premier dans les canots de sauvetage. Au même moment, l'orchestre se mit à jouer à l'avant du pont des embarcations sur ordre du commandant Smith qui veut ainsi éviter tout début de panique. Sachant la capacité totale des canots de sauvetage qui s'élevait à environ 1200 places, un simple calcul suffisait à comprendre que plus de 1000 personnes accompagneraient le Titanic dans les abysses. Quelques facteurs compliquèrent l'évacuation. Tout d'abord, aucun exercice de sécurité n'avait été effectué durant les premiers jours de la traversée. En regard de la réglementation britannique en vigueur, c'est une chose conseillée mais nullement obligatoire. La majeure partie de l'équipage avait embarqué à Southampton et aucun de ses membres ne connaissait précisément le rôle qu'il devait jouer en pareil cas.
Ceux qui s'attelèrent à la manœuvre des canots de sauvetage ne savaient pas comment s'y prendre, certains ignorant même comment ramer. En outre, les bossoirs fraîchement peints s'avérèrent pénibles à manipuler. Du reste, les passagers se montraient hésitants à abandonner le confort et la chaleur d'un paquebot qui ne paraissait pas couler si vite que ça pour une place à bord d'une frêle embarcation de sauvetage. L'évacuation se déroula plutôt calmement, mais elle ne fut pas efficace. En tout, 700 personnes environ prirent place dans les canots, à peine plus de la moitié de leur capacité maximale. Aucun canot ne fut lancé plein. Le numéro 13 partit rempli aux 3/4, les numéros 1 et 12 à moins d'un tiers. Le taux de remplissage ne s'améliora que vers la fin de l'évacuation, lorsque les passagers réalisèrent qu'il ne restait bientôt plus de place. Il est souvent avancé que les passagers de 3e classe firent l'objet d'une mortelle discrimination de la part de l'équipage, qui leur aurait interdit d'approcher des canots de sauvetage avant que les passagers de 1re et 2e classe n'y aient pris place. Toutefois, il est à peu près certain qu'aucun ordre explicite n'a été donné dans ce sens. Les passagers de 3e classe ont avant toute chose été victimes de leur statut, dans le sens où logés dans les points inférieurs, ils devaient se frayer un chemin à travers les escaliers et les coursives d'un paquebot qu'ils connaissaient mal, n'y vivant au maximum que depuis 5 jours. Les logements de 1re classe, eux, se trouvaient à proximité immédiate des embarcations. En outre, beaucoup de ces passagers modestes étaient des émigrants comprenant peu ou pas du tout l'anglais. Pour bon nombre d'entre eux, les explications des stewards leur étaient inintelligibles. Faute d'instructions et d'affichage indiquant l'accès aux sorties, certains d'entre eux se sont probablement retrouvés dans des impasses ou derrière des grilles fermées à clé. Le navire en comptait plusieurs, destinés à délimiter l'espace réservé à chaque classe, et il est pratiquement certain que tous les stewards en charge de celle-ci n'eurent pas forcément le temps ou la présence d'esprit de les ouvrir. Pendant que les lieutenants Murdoch et Lightoller dirigeaient les opérations d'évacuation, le capitaine Smith et ses officiers tentèrent désespérément de contacter les navires susceptibles de venir en aide au Titanic. Sa première action, aussitôt après avoir donné l'ordre d'abandonner le navire, fut de charger les 2 opérateurs radio, Harold Bride et Jack Phillips, d'émettre des appels de détresse. Les 2 employés de Marconi s'exécutèrent pendant plus de 2 heures. Parmi les navires ayant bien reçu le SOS, le RMS Carpathia est le paquebot le plus proche du Titanic. Son commandant, Arthur Ostron, ordonne immédiatement de faire route à toute vapeur dans sa direction. Mais ce navire est lent et la présence des glaces le ralentit encore plus. Pendant l'évacuation, un mystérieux navire fut aperçu par des passagers et membres d'équipage du Titanic. Sa distance fut estimée à quelques miles seulement. Le capitaine Smith fit tirer des fusées de détresse blanches à son intention, puis ordonna d'établir le contact à l'aide d'un projecteur Morse. Mais ses efforts furent vains. L'énigmatique vaisseau fantôme parut s'éloigner lentement avant de disparaître vers 2 heures du matin. Immédiatement après la catastrophe et durant les décennies suivantes, c'est un vapeur de la Leyland Line, le Californian, qui fut accusé d'être ce navire. Vers 22h20, le Californian, qui faisait route vers Boston, tombe sur un vaste champ de glace flottante. Son commandant Stanley Lord ordonne de stopper complètement le navire pour la nuit, car naviguer dans l'obscurité au milieu d'un tel obstacle serait à coup sûr dangereux pour son navire. L'unique opérateur radio du navire envoie alors un message prévenant les autres vaisseaux du danger, mais il est rabroué par un des opérateurs du Titanic qui le prie de ne pas encombrer la fréquence. Vers 23h30, soit 10 minutes à peine avant que le Titanic ne heurte l'iceberg, l'opérateur radio du Californian éteint son poste et va se coucher. À partir de 1h15, l'eau commence à envahir la proue du navire et les passagers qui étaient alors incrédules commencent à se résoudre à la réalité du naufrage. L'évacuation accélère donc à partir de ce moment. De plus, les passagers de 3e classe commencent à arriver en nombre sur le pont des embarcations. Entre 1h20 et 1h30, le canot numéro 14 est affalé et le 5e officier Lowy, qui dirige l'embarcation, tire 3 coups de feu en l'air pour dissuader les passagers les plus paniqués qui tentent de monter de force à bord. Vers 2h, tous les canots standards en bois sont partis et les officiers se tournent vers les 4 derniers canots pliables. Le président de la White Star Line, Joseph Bruce Ismay, prend place à bord de l'un d'entre eux tout juste avant qu'il soit affalé. Enfin, à 2h05, le dernier canot pliable est mis à la mer avec succès, emportant 23 personnes à son bord. Durant la descente, 2 hommes sautent dans l'embarcation depuis le pont A, puis quelques instants plus tard, un autre homme saute à l'eau et rejoint le canot à la nage, retrouvant sa femme qui était à bord. L'inclinaison croissante de la coque vers l'avant la soumet à des contraintes pour lesquelles elle n'est pas conçue et le navire grince et craque de toutes parts. Dans les entreponts, le mobilier commence à bouger, la vaisselle à se briser. L'océan a atteint la passerelle. Il est 2h15. Le capitaine Smith a les pieds dans l'eau quand il se rend dans le local radio pour libérer les opérateurs de leurs obligations. Le commandant fait de même avec les officiers et matelots qui tentent de libérer les radeaux A et B, puis empoignent un porte-voix pour crier aux canots de sauvetage de rester à proximité du navire afin de recueillir autant de survivants que possible. Ce fut son dernier ordre. Qu'il ait été entendu ou non, il ne sera pas exécuté car les membres d'équipage qui manœuvrent les canots craignent d'être aspirés par le Titanic en train de couler.
Sur le paquebot comme autour, l'heure est désormais au chacun pour soi. Quelques instants plus tard, le Titanic pique brusquement du nez et une puissante vague submerge le toit de la passerelle, jetant à l'eau les hommes qui s'y affairaient en libérant les radeaux récalcitrants. Aussitôt après, les câbles qui soutiennent la cheminée numéro 1 cèdent et celle-ci s'écroule vers l'avant. Sa chute écrase une bonne partie des hommes que la vague avait préalablement submergés. Le second Wild, le premier officier Murdoch et le sixième officier Moody meurent noyés ou broyés par la cheminée, et le deuxième officier Charles Lightoller parvient in extremis à sauver sa vie, ce qui fait de lui l'officier le plus gradé à avoir survécu au naufrage du paquebot. Lorsque la mer atteint le somptueux grand escalier des premières classes, sa verrière se brise. L'eau s'engouffre alors par tonnes dans la cage d'escalier, accélérant encore davantage l'inondation du navire. L'angle formé par le Titanic et la surface de l'eau commence à devenir effrayant et les hélices sont maintenant complètement hors de l'eau. À 2h18, les lumières du Titanic clignotent une dernière fois, puis s'éteignent. La chaufferie numéro 1, où chauffeurs et soutiers se sont sacrifiés pour alimenter le paquebot en électricité, est inondée à son tour. La coque du Titanic, subissant une pression intolérable, se brise en deux dans un fracas épouvantable et les 3 dernières cheminées s'effondrent. Le Titanic sombra totalement à 2h20 du matin, soit 2h40 après la collision. Ceux maintenus à la surface de l'eau par leurs gilets de sauvetage se débattent à présent et appellent à l'aide. De crainte d'être submergés par les centaines de naufragés, les canots n'osent pas faire demi-tour pour leur porter assistance alors qu'il reste encore de la place pour d'autres naufragés. La clameur ne dura pas longtemps. En effet, dans une eau glacée, l'espérance de vie d'une personne normalement constituée n'excède pas quelques minutes. Les victimes ne tardent pas à s'endormir pour ne jamais se réveiller. Un silence de mort s'installe enfin sur l'Atlantique Nord. Seules quelques personnes seront repêchées par les canots qui reviendront les chercher. Le capitaine du Carpathia, Arthur Rostron, a pris toutes les mesures possibles en prévision du sauvetage. Il a fait couper le chauffage et l'eau chaude à bord de son navire. L'énergie ainsi sauvegardée permet de filer à 17 nœuds, 3 nœuds de plus que ce que le navire est capable de donner habituellement. Son navire atteignit la zone du naufrage en à peine plus de 3 heures, mais il était déjà trop tard. Tirant des fusées pour signaler sa présence, le Carpathia finit par apercevoir les premiers canots de sauvetage vers 4 heures du matin. La récupération dura jusqu'à 8 heures, mais en fin de compte, toutes les embarcations furent retrouvées. Le Carpathia mit ensuite le cap sur New York, après avoir récupéré environ 700 rescapés du naufrage. Le bilan de la tragédie est lourd. Le naufrage du Titanic a fait environ 1500 morts. Pourtant, le nombre de victimes aurait pu être moins important. Lors de la construction du Titanic, il aurait fallu 60 canots de sauvetage pour que l'intégralité des passagers soit sauvée, mais l'architecte Alexander Carlisle, sous la direction de la White Star Line, a équipé le navire de seulement 20 canots de sauvetage, principalement pour des raisons esthétiques, car avec 60 canots, le pont paraissait encombré. Depuis plusieurs années, l'idée dominante est que le Titanic aurait été construit avec des matériaux de mauvaise qualité, employés par souci d'économie. D'autres auteurs plus récemment ont suggéré que c'était le rivetage et non la coque en elle-même qui était à mettre en cause. L'hypothèse d'une défaillance de ces rivets se trouve renforcée par le fait que les déchirures de la coque se situent sur des lignes de rivetage entre deux plaques. Toutefois, l'interprétation à donner à ce fait demeure controversée. Les détracteurs de ces explications font valoir qu'en dépit de ces défaillances constatées en laboratoire, l'état de l'épave ou la carrière de l'Olympique, qui s'est poursuivie jusqu'en 1936, ne viennent pas confirmer l'hypothèse d'une fragilité des rivets ou de la coque. De fait, le sister ship du Titanic est entré en collision au cours de son existence avec 3 navires sans que l'on constate de faiblesse dans ses matériaux constitutifs. La nouvelle de la collision du Titanic avec un iceberg est pour la première fois arrivée à New York le 15 avril à 1h20, soit 1 heure avant la fin du naufrage, à la rédaction du New York Times. Pourtant, le matin du naufrage du Titanic, aucun journal ne prend conscience de la gravité des événements. Le New York Evening Sun, par exemple, annonce que tous les passagers du Titanic ont été sauvés après la collision et que le paquebot a été remorqué sur Halifax, une ville de Nouvelle-Écosse. À New York, les bureaux de la White Star Line rassurent les proches des passagers en réaffirmant que l'accident est sans gravité. Ces fausses informations sont dues au fait que la nouvelle du naufrage a été transmise d'un bateau à l'autre et qu'il y a donc eu des confusions. Dans la journée du 15 avril, les rumeurs de plus en plus insistantes affirment que le Titanic a fait naufrage. La confirmation arrive le soir, aux alentours de 18h, dans les bureaux de la White Star Line, grâce à un message de l'Olympique, le frère jumeau du Titanic. Puis un peu plus tard, la compagnie confirme officiellement le naufrage. Le 17 avril, la White Star Line affrète 4 navires qui appareillent d'Halifax afin d'explorer les lieux de la catastrophe et de repêcher des corps. Au total, 337 corps sont retrouvés, dont 128 sont remis à la mer car ils sont trop gravement décomposés pour être identifiés. Le 18 avril, lors du débarquement des rescapés du Titanic, plus de 40 000 personnes sont présentes et les journalistes couvrent largement l'événement et recueillent de nombreux témoignages.
L'idée de retrouver le Titanic remonte pratiquement au lendemain de son naufrage. La première intéressée était la White Star Line elle-même, mais dans le but de récupérer les corps des victimes. Plusieurs projets virent le jour, mais peu atteignirent le stade de la réalisation concrète. Les familles de riches hommes d'affaires présents à bord le jour du naufrage désirent renflouer l'épave du paquebot pour récupérer les dépouilles de leurs proches. Cependant, toute tentative s'avère trop coûteuse et la technologie de 1912 ne permet pas d'envisager un renflouement. L'épave du Titanic est finalement retrouvée le 1er septembre 1985 par l'océanographe Robert Ballard. Elle repose maintenant à 3800 mètres de profondeur et à quelques kilomètres de l'endroit où il a sombré. Cette merveilleuse découverte a été menée dans le cadre d'une mission secrète franco-américaine au large de Terre-Neuve. Cette mission, organisée par l'US Navy, consistait au départ à inspecter 2 sous-marins nucléaires coulés quelques temps plus tôt dans des circonstances mystérieuses. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos, au revoir.